Épisode 5, salut à tous, épisode 5 avec Astana. On est donc sur Pro Cycling Manager 2024. Et puis ici, je vais vous proposer un peu de variété, puisqu'on va terminer les Ardennaises avec Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. On sera amené ensuite au 1er mai à parler des dossiers, phase 1. Et on sera, oui, je suis encore fébrile de ma victoire sur l'Amstel, qui était plus qu'inespérée, je l'avoue. Et puis, évidemment, il va falloir parler aussi de l'évolution des propositions de sponsoring pour l'an prochain. Est-ce que quelque chose de bien va apparaître aléatoirement ou est-ce qu'on va rester dans la loose la plus totale? Bon, vous voyez où on est, 17 avril, et on va aller jusqu'au 24 avril en la foulée, dès qu'on aura joué la Flèche Wallonne. Après, je simulerai. Alors, à ce stade, on avait des contacts qui étaient d'une qualité assez moyenne. Peut-être seulement Etihad Lamprey pouvait être un contact de qualité. Le reste était quand même bizarre. Le Skoda Renault vous a fait marrer. J'ai aussi bien rigolé. Et puis voilà, on ira sur les dossiers dans assez peu de temps. Je vais enfin pouvoir vous montrer à quelle architecture d'équipe je pense, et surtout qui sera ou seront les têtes de proue du projet. Flèche Wallonne pour démarrer. Une équipe autour de Sreling et Lutsenko, sans surprise. J'ai aussi emmené Harold Tejada, sait-on jamais, sur le mur de 8. Hein. Et puis par contre, en face, il y a l'artillerie lourde. Il y a Pogacar, il y a Evenepoel. On est cerné de très très bons coureurs. Il y a Primoz Roglic. Il y a toujours l'excellent Skelmose. Décidément, il y a peu de place pour nous, disons-le. Attention aussi aux Ineos, là. Avec Narvaez, avec... il est opportuniste. Il y a vraiment pléthore de talents pour venir nous compliquer la tâche. Le mur de 8 sera donc le clou de cette course, avec la nécessité ici de se positionner, je dirais, jusque là, et ensuite, si on a le bonheur d'avoir gardé de la barre rouge, là, sprint, accélération, et blam, on fusille tout le monde. Ça, c'est dans mes rêves, puis après, on va voir dans la réalité ce qui va se produire ici même. En plus, on est verni, on a hérité d'un petit plus 3 de derrière les fagots avec Alexei Lutsenko. Donc tout est en place. Enfin, tout est en place. Lancement des hostilités ici. Skelmose. Tiens, il y a Santi Buitrago qui met la sienne. Romain Grégoire peut être remuant par moment. Romain Bardet tente sa chance. Bref, la course est vivante à moins de 30 km désormais de l'arrivée. Et nous, on va jouer comme d'habitude. Le positionnement. On se positionne. On n'hésite pas à sacrifier quelqu'un comme Velasco, qui hérite ce jour d'une très mauvaise forme à -2. Donc autant le sacrifier en tant qu'équipier s'il y a des moments où on veut faire rouler. Et puis après, on peut essayer de bâtir un petit projet autour de Sreling, Lutsenko et peut-être Charmig ou Tejada en lancement initial dans le mur de 8, on verra. On verra de quelle manière est-ce qu'on peut essayer de monter quelque chose. C'est dans le dernier tour qu'on commence à y... Enfin, moi, j'y réfléchis dès le début, mais c'est dans le dernier tour qu'on va enlever les protections et commencer à constituer, au moins dans la tête, le train final. Donc ici, je roule pas mal. Je me dis, s'il y a moins de coureurs, ça peut être bien. Donc essayons d'arriver qu'à une 50aine. Ce sera toujours mieux qu'arriver à 120, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est donc dans cette optique-là que je roule. Demander à Sreling ici de nous positionner dans la côte des Refs pour sortir dans les meilleures conditions qui soient. Côte des Refs en 2 temps. Donc d'abord, il y a ce petit virage à gauche. Ça va monter.
Il y aura du pourcentage jusqu'à 9% environ. Et dès lors qu'on aura achevé, voilà, Pogačar qui s'en va, Skelmose. Mais on n'est pas très inquiet en fait. Quand ça part ici comme ça, le mec va pas aller au bout tout seul, hein, c'est impossible. Tout ce qu'il va faire à la limite, c'est rattraper les rescapés de l'échappée matinale. Et puis nous, on va rouler assez paisiblement. Lutsenko doit rattraper la roue de Charmig. Allez, c'est parti. Sreling pour la dernière partie des refs. Et maintenant, aborder la descente. Oui, c'est pour ça que j'ai mis Sreling en premier, c'est parce que c'est le meilleur descendeur du lot. Et donc, il va moins lui coûter de nous positionner en bas du mur le mieux possible à l'aide de sa bonne note en descente. Puis après, on va demander, vous voyez, j'ai opté finalement pour un enchaînement Charmig, Tejada, Lutsenko. J'ai envie de dire, on verra bien ce qu'on verra. Hein. Sachant que l'autre option, ça peut être de prendre des roues. Honnêtement, c'est pas idiot. Hein. Prendre une roue, genre Pogačar, sauf que en 1 contre 1, est-ce que Lutsenko, il peut prendre la roue de Pogačar et surgir au dernier moment? Faut pas rigoler non plus. Hein. Allez, c'est parti. Charmig, à blinde, 95, allez, même 99. Voilà, t'y vas. Tejada. Ah, ça me manque de peps, ça. Remco, ah là là là, Roglic, Remco, Poggi. Vachement plus réactif et tout simplement beaucoup plus fort. Ne nous mentons pas. Poggi s'impose devant Roglic et Evenepoel et Tige Benoît qui est sorti du diable Vauvert. Mais on arrive à obtenir une 5e place que je trouve pas déshonorante du tout, car sur cette flèche wallonne, avec autant d'adversité, je ne sais pas par quel miracle on aurait pu espérer gagner. Sincèrement, j'ai pas la solution face à des coureurs qui ont des notes autant supérieures aux nôtres. Donc, très très belle victoire de Pogačar après le Tour du Pays Basque qu'il avait également remporté. Donc ça va, il fait sa saison. Il sera pas sur le Giro. Sur le Giro, on retrouvera Vingegaard. C'est une petite surprise. Voilà, donc 5e place, plutôt sympa. Visibilité 7, j'ai envie de dire. Un peu lol, comme d'hab. Et on est parti vers Liège. Voilà, on y est. Je vous propose un Liège-Bastogne-Liège lourd de conséquences, à un certain niveau, et assez riche d'enseignements. Enfin, je l'espère. Ça, c'est ce qu'on regardera juste après dans le débrief. Donc, les principaux favoris qu'on imagine sont là, puisque Vingegaard n'a pas montré un grand intérêt pour les classiques, même les monuments, et donc on peut pas se dire que sa présence est vraiment choquante. Sinon, les meilleurs sont là, et tous ceux qui ont une vraie chance de gagner feront partie du lot. Lutsenko à 0, avec quand même quelques jolis plus 2, avec Tejada, Fortunato, Charmig, ça va aider peut-être, et ça va peut-être permettre d'envisager une vraie stratégie de course. On arrive à 100 km de l'arrivée environ, à la côte de Mont-le-Soie. Voilà, donc là on rentre dans le dur. Liège-Bastogne-Liège, c'est 100 km de vigilance sur la fin. Enfin bref, c'est très compliqué, et il faut être un petit peu opportuniste, chanceux, bref. C'est une course que j'adore jouer, et en même temps elle est très très difficile, parfois même frustrante. Allons-y, on est dans le mur de Stokke, et puis ensuite voilà, tout se passe bien, hein, vous voyez, il y a une échappée mais qui sera très très facilement rattrapée. Il y a un positionnement qui peut-être parfois ici avec Fortunato est délicat parce qu'il y a des petits blocages, mais rien à signaler de particulier. On a terminé la haute levée. On va attaquer la haute levée dans un instant. Allez, au moment où chute de Tejada et de Lutsenko, ça désorganise totalement mes blocs. En fait, c'est pas le pire. C'est que, Alexei Lutsenko, tranquille, il va reprendre et tout ça. Oui, mais voilà. Je perds
Harold Tejada, et à 2 mois du Tour de France, ben franchement, c'est calamiteux. C'est calamiteux, ça va venir vraiment, vraiment compliquer les choses. Et ouais, je spoil un poil, Tejada va être blessé suffisamment longtemps pour que ce soit très impactant. Alors après, il y a une cassure. Celle-là encore, elle n'est pas dommageable parce que le peloton va vite se reconstituer, en tout cas pour environ 70 coureurs. Voilà, il y a des regroupements, on le sait, dans ce type de course, il y a des relances qui parfois font des cassures, mais rien de dommageable. Vous voyez, tout le monde s'est reconstitué à ce moment-là. Peloton énorme, on a perdu quasiment personne. Bref, le seul problème ici, c'est qu'il faut que je me replace un petit peu avec Fortunato en sortant du col précédent, du Rosier, pardon, voilà. Et on attaque bientôt la Redoute. La Redoute s'annonce à moins de 10 km. Toujours le placement. Ne surtout pas trop en faire. Alors de ce côté-là, c'est facile. Puisque, étant donné qu'on est loin d'être favori et qu'on n'existe pas sur la planète cyclisme, ou presque, bah du coup, vous voyez, d'autres gens le font à notre place. Roglic fait rouler ses équipiers. Donc voilà, bien joué Bora, merci beaucoup. Et puis de toute façon, si c'était pas la Bora, ce serait les Lidl Trek de Skelmose ou bien les UAE. Bref, on aurait toujours des gens pour rouler en fait. C'est qu'on n'a pas besoin de prendre de risques considérables. Allez, attaque, c'est parti dans la Redoute. Attaque de Skelmose, suivi par Mathieu Van Der Poel et Tish Benoot, décidément en canne. Le Tish, après sa bonne flèche wallonne. Puis nous, on est pépère, hein, on est calé, hein, ça travaille. Hein. De toute façon, tant qu'il n'y a pas un Bora qui est sorti avec les 3 autres, on est sûr que ça va rouler. Alors l'accélération de Vlasov, toujours pour le compte de Primoz Roglic, apparemment c'est lui le leader logique de cette équipe ici. Il y a eu cassure après la Redoute, hein, vous avez vu, peloton réduit à une 40aine de coureurs. Et puis nous, on ne s'est pas trop consommé, on est serein. Et puis il y a quand même un petit résidu d'échappée, hein, c'est l'échappée matinale. Bon, nul doute qu'ils vont se faire avaler, si ce n'est pas dans la côte des Forges, ce sera au pire au début de la Roche au Faucon. Donc il n'y a pas vraiment à s'exciter par rapport à cette échappée. Ça part, Narvaez notamment, Pogacar est venu se mettre un petit peu à l'avant. On a toujours des amis pour rouler à notre place. C'est le dernier moment de récupération. J'en profite même pour aller chercher 3 bidons. Et pour les transmettre avant le début de la Roche au Faucon, bah c'est surtout pour Fortunato et pour Lutsenko, puisque la hiérarchie se dégage d'elle-même. Hein. Je les ai protégés, faut le dire. Mais les deux sont ceux qui sont le plus à même de suivre les meilleurs dans la Roche au Faucon, dont l'ascension va démarrer dans quelques secondes. Regardez, c'est ici que ça se passe. Fortunato bien positionné. Lutsenko un petit peu en deçà. On est un petit peu derrière là. Voilà. Attention, on voit que Remco accélère pour suivre le rythme de certains qui sont sortis. Ouais, Pogacar, Skelmose, notamment Narvaez, toujours en embuscade, Roglic, Van Gils. Bref, il y a du monde. Nous, on est aux fraises. Là, je me dis, t'as raté le wagon, mon grand. T'es vraiment nul. il fallait pas rater ce wagon-là. Ouais, sauf qu'en fait, je peux rouler très très fort avec Fortunato. Et puis, il y a d'autres gens qui ont aussi raté le bon wagon, comme Remco Evenepoel. Attention, regardez ici. Attaque là où il faut de Tom Pidcock. Excellente attaque. C'est la contre-attaque qui tue. Une fois que tout le monde était bien mort après la deuxième phase d'ascension de la Roche au Faucon. Lutsenko, calme-toi s'il te plaît. Voilà, tu vas garder tes énergies. On va demander à Charmig de rouler à blinde, mais on va surtout profiter de l'excellente qualité de descendeur de Fortunato pour caler dans la roue et voir un petit peu ce qui peut être fait. Allez, Pidcock semble s'envoler. Tu vois, si on réagit pas ici, là, franchement, Pidcock, il a gagné d'avance.
Donc il faut absolument... Et encore là, c'est pas sûr qu'il ait pas gagné d'ailleurs. Hein. Donc il a placé l'attaque où il fallait, mais on a Lorenzo Fortunato protégé par Charmig, signalons-le. Je mets carrément curseur à 99. Aucun intérêt de sprinter avec quelqu'un qui est nul en sprint. En revanche, s'il reste de la barre, le 99 curseur, allez. Et là, tu donnes tout, mon Lutsenko, allez. Il y a moyen peut-être de coiffer au poteau. Alors, il le fait ou il le fait pas? Ma réponse, vous l'avez sous les yeux, il le fait. Lutsenko en forme du jour 0. Passe Pidcock sur la ligne. Skelmose vient prendre la 3e place. Là, ok, on peut discuter de la manière. C'est-à-dire qu'on a vraiment été dans l'opportunisme et limite, on n'a jamais pris de risque. On a été d'un pragmatisme à toute épreuve et d'une froideur et d'un manque de panache relativement évident. Ce qui m'a surpris, c'est que Lutsenko, avec son 69 en sprint et 69 en accélération, ne peut pas avoir gagné là-dessus. Ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est, vu le retard pris, comment se fait-il qu'il y ait eu cette temporisation? On en a l'habitude, hein, dans la 2e partie de la Roche au Faucon. Pourquoi cette temporisation des meilleurs? Mais moi, j'ai une petite hypothèse à vous proposer. Tout simplement, les mecs sont morts, en fait. Voilà. Ils ont tout donné. Ils n'ont pas nécessairement bien géré. Par exemple, Skelmose. Ok, il finit 3e, tout, parce qu'en fait, c'est un énorme coureur. Et puis qui doit être vraiment sur la cible totale des Ardennaises. Donc le mec est à +3, probablement, etc. Mais il leur reste rien. Va pas me dire qu'ici, il n'y a pas moyen de continuer à rouler pour éviter l'écart que Tom Pidcock leur met tout de suite sur l'accélération. Puis là, c'est pareil. Tom Pidcock ici, si je laisse l'IA opérer, Tom Pidcock a course gagnée. Parce que quand tu es un puncher de qualité, bon descendeur, bon rouleur, tu récupères suffisamment de barres dans la descente et tu termines sur le plat. Il n'y a pas photo. Et surtout au moment, regardez où Remco et Pogačar, notamment, Van Hiels aussi, temporisent. C'est là, je pense, qu'on vient gagner notre Liège-Bastogne-Liège. Ok, après, il y en a d'autres qui prennent le relais, parfait. Puis le moment principal où on vient gagner, c'est surtout sur l'effort à 99 de Fortunato, qui, en plus, dure un peu plus longtemps parce qu'il est protégé. Donc ça, c'est le petit bonus signé Charmig. Merci à toi. Charmig, tu n'auras servi à quelque chose. Fortunato aura servi à énorme. Et regardez, en fait, que ce soit Skelmose, Pogačar ou d'autres, les mecs n'en peuvent plus. Van der Poel, c'est pareil. Normalement, ici, dans un scénario sur 3 ou 4, t'as Van der Poel qui coiffe tout le monde et qui, avec son accélération légendaire et inégalable, vient s'imposer. Et puis on est là, on se dit, ouais, il y a encore eu un sprint massif dégueulasse à Liège-Bastogne-Liège. C'est vraiment pénible, on n'en peut plus. Ouais, donc c'est le problème, en fait. Cette course, depuis qu'on est sur le profil qui avait été changé depuis quelques années, là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'arrivée pour Valverde, en gros. Cette course, sur Pro Cycling Manager, échoue trop souvent sur un sprint d'une 20aine de coureurs. C'est quelque chose que vous avez remarqué, que j'ai remarqué. Bref, on a gagné. Que dire de plus? Visibilité 8. Mais bien sûr, donc tu gagnes Liège et tu te prends même pas une visibilité 10. Ça, c'est une farce. C'est une farce absolue. Il gagne un monument quand même, hein. Mais bon, bref. Tout va bien, tout va bien. Surtout, on ne s'énerve pas. On reste calme. Même quand on se prend des quenelles à tout va par le jeu. Regardez, baromètre de performance. Ultra LOL à nouveau. C'est vrai qu'on n'a vraiment rien montré depuis une semaine, hein, si j'ose dire.
Puis bon, il y a quand même cette blessure de Terrara qui est assez problématique. Il y a gros impact pour le reste. Regardez, il va rater tous les stages de Tour de France. Il va arriver avec une forme désastreuse. Il aura toutes les peines du monde à remonter son niveau de préparation en vue du Tour. Au passage, il aura sûrement un pic en 3e semaine. Ça, c'est pas grave, à la limite. J'ai envie de vous dire, en 3e semaine, il y a des choses à aller chercher pour Terrara. Mais je veux quand même sécuriser. Et j'ai donc demandé à Fedorov de préparer, avec objectif à la clé, le Tour de France, au cas où. Alors, profil qui n'a absolument rien à voir à suite de Terrara. Mais il faut quand même éventuellement pallier à l'absence de Terrara et se ménager des options. Et à propos d'options, en fait, ce qui arrive maintenant, c'est le moment où on a plein d'options dans tous les sens, puisque les dossiers arrivent, et en parallèle, bien sûr, le choix du futur sponsor. Alors, je ne compte pas me faire dicter ma politique de recrutement à 100% par quelque chose d'aléatoire qui me génère des sponsors quand même un petit peu loufoques. Et c'est pas fini, je spoil un peu. Donc, je vais rester droit sur ma ligne. Je vais essayer d'aller au dossier sur les mecs en lesquels je crois et sur lesquels je veux fonder la nouvelle équipe, quel que soit son futur nom. Et je peux vous dire que ça va pas être triste. Pas triste du tout, parce qu'en fait, il faut vraiment réfléchir à plein de choses. Et au final, on est un peu à l'aveugle au moment d'aller recruter, mais ça, je vais en reparler. Astana m'a fait une proposition de prolongation de 3 ans. Mais on se retrouve de nouveau avec un montant de 5 millions qui est inférieur à celui que j'avais déjà cette année. Je trouve ça un petit peu regrettable. Puis après, il y a ce contact qui apparaît avec Lamprey, Abarth. Et ça, par contre, ça m'intéresse pas mal. Ça m'intéresse au niveau surtout des territoires. Là, je peux arriver à monter une équipe qui me paraît être plutôt en rapport avec ce à quoi j'avais pensé. Et qui est donc, c'est plus compatible, quoi. Faut juste voir après au niveau du fric si ça va quand même être un peu convenable ou si on va être aussi à 5 millions. Bref. Roulement de tambour. Qui va être la pierre angulaire de mon nouveau projet. Un coureur avec lequel je n'ai jamais joué. C'est Juan Ayuso. Ça me titille depuis quelques années de jouer avec ce formidable espoir du cyclisme espagnol. Je pense qu'il est relativement bouché par Pogačar s'il veut jouer sa carte perso. Donc, il va avoir son équipe. Après, on a vu que, quoi qu'il advienne, il y avait aussi du français qui était dans les territoires exigés par les sponsors potentiels. Donc, le contact avec Romain Grégoire pour assumer des tas de rôles possibles, peut-être même celui qui sait d'autre chose que puncher, peut-être sur les tours, on verra, mais sinon déjà un rôle de puncher aguerri et qui progresse me paraît être plutôt un bon choix. Puis après, on n'a pas tous les points de dossier à ce stade-là, donc forcément on est obligé de... Il y a plein de noms qui m'intéressent, moi. Mais Oyer Lascano, par exemple, c'est un coureur qui m'intéresse relativement. Mais à l'heure actuelle, je peux pas le contacter parce que ça demanderait 7 points et il ne m'en reste plus que 6. Donc dommage, tant pis. Ouais, je suis pas allé sur Pedersen non plus parce que, territoire, quoi. Bon, bref. Alaphilippe m'intéresserait pour un dernier projet de carrière. Alberto Bettiol m'intéresse énormément pour être le futur leader sur les courses flandriennes. Il y a comme ça plein de noms qui m'intéressent beaucoup. Asgreen, il m'intéresserait, mais le problème c'est plutôt le territoire, puisque a priori on n'a pas demandé de jouer avec le Danemark, enfin avec des Danois, pardon. Bref, donc sauf revirement de situation au niveau du sponsor,
c'est plus vers quelqu'un comme Alex Aranburu que je me tournerai pour aller faire grossir ma colonie espagnole autour de Ayuso, peut-être avec Lascano, et puis on en trouvera bien un petit quatrième, là, histoire d'avoir un petit contingent comme à la belle époque d'Astana, avec aussi des Espagnols, vous en souvenez tous. Bon, d'ailleurs, Aranburu, c'est un ex, hein. C'est un ex Astana. Après, qu'est-ce qui reste comme contrat juste? Pas beaucoup, hein, quand vous regardez bien. Il y en a 11 qui sont sous contrat des coureurs. Ce qui veut dire qu'on aura potentiellement pas mal d'argent à dépenser, ce qui tombe plutôt bien. Après, on aura aussi des renouvellements de contrats à effectuer sur certains coureurs assez ciblés. Mais oui, cette équipe va évoluer et on va peut-être radicalement tourner la page kazakh avec peut-être le changement de sponsor qu'on imagine tous. Ok. Donc, tout ça va se préciser. Maintenant, on attaque le Giro. Donc, sur ce Giro, ça je l'ai dit depuis longtemps, à peu près le premier épisode, j'ai opté pour quelque chose d'un petit peu délicat, remporter 2 étapes. Je me suis engagé vis-à-vis du sponsor. Donc, comment est-ce que tout cela va être faisable? Vingegaard sera la tête d'affiche pour le général. Et puis, pour ce qui est donc des seconds couteaux, on pourra mentionner Kuss, Almeida, mais Kuss peut-être se sacrifiera. Hein. On pourra mentionner Daniel Felipe Martinez, voilà. Il y aura Egan Bernal, il y aura Timen Arensman, ce qui veut dire qu'il y aura une petite densité de concurrents du côté d'Ineos pour le général. Et puis pour ce qui est du sprint, voilà, là, ça va être dur. Merlier, Honewagen, Coy, Jacobsen, ça va être tendu, Phil Bauhaus, etc. Et je peux vous dire que la liste, elle s'arrête pas là. Ça va être quand même un petit peu difficile de gagner des sprints en ligne. Mais le mieux, c'est de voir déjà le début, sachant que j'ai à peu près identifié 6 étapes comme étant destinées à des sprinters. Il y en a d'autres qui sont vachement plus accidentées, voire montagneuses, on s'en doute bien. Voilà, par exemple, étapes 4 et 5, celles-là, on peut essayer de les challenger. Voilà, on découvrira les choses au fur et à mesure. Après, il y a une étape 6 qui est assez dingue, avec des pavés, très vallonnés, bref. On y viendra. La start list, pareil, pas de surprise, c'est finalement la juxtaposition de 2 groupes de 4, mon équipe. Premier groupe de 4, c'est pour essayer de nourrir l'espoir sur les sprints. C'est un groupe qui est constitué de Cavendish, Kesbol, Max Kenter et Gazzoli. Voilà. Ça, c'est 4 mecs, suivant la forme du jour, qui vont être pas interchangeables, mais sur la base desquels on pourra constituer un trio final avec lanceur, poisson pilote et sprinter. Et puis l'autre partie de cet effectif est constituée évidemment de Lorenzo Fortunato, également constitué de Samuele Battistella et de Christian Scaroni. Et puis le petit Garofoli, c'est un jeune. J'ai souhaité l'emmener. J'ai aussi essayé de composer vis-à-vis des courses préférées de certains coureurs. Il y en a au moins 6 sur tout ce nombre-là, dont le Giro fait partie des courses préférées. Sur cette étape 1, sans la moindre surprise, Cavendish, accompagné par Gazzoli et Kesbol, va se relever. De toute façon, le final n'est absolument pas pour lui. Et par contre, je vais continuer avec les 5 autres pour essayer de challenger les meilleurs. Que va-t-il se produire ici? Regardez bien, il va y avoir, dans cette dernière vraie difficulté du jour, Col della Maddalena, il va y avoir attaque de Vingegaard, de Egan Bernal. Il va y avoir 2 autres qui vont essayer de suivre, mais qui vont avoir peut-être plus de difficultés. Nous, on va utiliser, comme souvent,
notre effort curseur assez intense. On a récupéré les deux qui avaient accompagné. On voit que Tao Geoghegenhardt a des ambitions sur ce Giro. Ça se voit dans la manière de courir de Lidl Trek, mais aussi dans sa promptitude à réagir. Toutefois, ils ont une petite trentaine de secondes. C'est Vingegaard et Egan Bernal. Nous, on est dans un groupe de 11 au sein duquel ça roule, mais on va aider. On va pas s'en satisfaire. Et on a peut-être l'idée ici, à moins de 8 km de l'arrivée, allez, de monter un petit projet. Là, regardez, il y a des beaux pourcentages. Bernal et Vingegaard tiendront-ils le coup ou se feront-ils reprendre sous l'impulsion notamment de Geoghegenhardt? C'est parti pour nous. Petite contre-attaque au moment où on reprend les deux fuyards. Battistella qui va de son accélération, Scaroni dans la roue, Fortunato. Allez, on a fait un petit trou déjà, il n'y a que Tiberi et Rui Costa qui nous ont suivis. Et on remet une petite couche, Christian Scaroni avec Lorenzo Fortunato qui s'est pas encore consommé ici. Lorenzo Fortunato à qui on devait bien ça, c'est-à-dire essayer de mettre en place une victoire pour le grimpeur italien qui du coup mécaniquement s'emparera au moins pour un jour du maillot rose de leader. Excellente première étape. On a été dans le dur tout de suite, mais c'est pas nous qui avons provoqué. C'est Vingegaard et Bernal qui ont provoqué le durcissement. Très bien. Donc, vous voyez, j'ai réagi comme ça, sinon j'aurais pas réagi comme ça. Je me serais peut-être pas autorisé, mais là, il n'y avait pas photo, il fallait rouler. Donc, Fortunato, premier maillot rose de ce Giro. On est placé dans le top 10, ça veut absolument rien dire. Le Giro va encore être très 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 long. En revanche, ce qu'on peut noter, c'est qu'Almeida s'est pris 2 minutes sur le coup. Ça, c'est quand même une opération catastrophique pour le leader du AE sur ce Tour d'Italie. Ensuite, deuxième étape. Alors là, on va tout de suite avoir la réponse à certaines interrogations. C'est classifié en moyenne montagne. C'est la longueur du col final, de l'ascension finale, qui détermine cela, je le crois, ainsi que les pourcentages qui ne sont pas immondes du tout. Vous voyez, on est dans le rouge, essentiellement, puis ça dure pas hyper longtemps. Donc, note de moyenne montagne prépondérante sur ce coup-là. À la limite, ça nous arrange pas trop avec Fortunato, parce que il est encore un peu plus à l'aise en montagne. Par contre, pour Battistella ou Scaroni, ça peut être une bonne opération. Ça peut leur permettre de s'accrocher. Donc voilà, après c'est toujours des étapes dans lesquelles moi je vais relever Cavendish à un moment donné. Je vais relever Cav avec son petit duo d'accompagnateurs. Il est hors de question que le mec termine tout seul. On va juste rentrer dans les délais, on va pas se prendre la tête. Toujours Kesbol et Gatsol qui sont dévoués à la cause du sprinter de l'île de Man. Et puis tout simplement suivre, regarder qui prend les initiatives. Apparemment, Lidl Trek et Visma Lease a Bike ont l'air d'être intéressés par la poursuite de l'échappée, ne veulent pas laisser cette échappée aller au bout. Très intéressant. Ça veut dire qu'on aura une bataille entre les leaders au sommet. Et donc voilà, on est quand même. C'est un jeu dans lequel il faut faire preuve de patience. C'est marrant, j'en parle de plus en plus. Il faut être super patient. C'est difficile d'être patient. Des fois, on aurait envie de lancer des offensives, on aurait envie de partir la fleur au fusil. Mais en fait, si on regarde un petit peu, à chaque fois qu'on prend ce genre de risque,
Bah, sauf évidemment si vous jouez avec Pogacar ou Van Der Poel ou Remco Evenepoel selon les situations, mais moi à chaque fois que je prends des initiatives un petit peu trop aventureuses, je m'en mords les doigts et je réalise à quel point c'était débile et qu'il valait mieux attendre pour piquer au bon moment. Voilà. Donc, c'est la petite parenthèse. Les UAE qui roulent. Lidl Trek également. Toujours Visma Lease a Bike aussi qui est présent à l'avant. Voilà, dans les premières places. Garofoli, ne vous y trompez pas, il est juste en protecteur de Fortunato. Il faut pas croire que j'ai pour ambition de... Oh là là, pas mal le départ de Tiberi là. Allez, 3 km de l'arrivée. Très très joli départ de Tiberi. Jorgensen n'a pas pu suivre ou n'a pas voulu suivre. Tiberi qui fait une différence assez nette dans cette fin d'ascension. Il prend très rapidement une trentaine de secondes. Et regardez, pas grand monde est capable de réagir apparemment, ou pas grand monde ne le veut. C'est selon. Peut-être que si je faisais une analyse, vous savez, pour rigoler un peu, je dirais que ça arrange bien UAE et Visma Lease a Bike surtout de laisser le poids de la course sur la Bahreïn, parce qu'après, Tiberi, s'il prend le maillot ici, et il va le prendre, aura la possibilité de le conserver pendant un bon nombre d'étapes, ce qui va donc permettre aux autres équipes de s'économiser. Nous, pour notre part, on n'a pas du tout les moyens de garder le maillot rose non plus. J'ai pas de quoi faire rouler. J'ai pas la qualité de coureur. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. En tout cas, un petit clin d'œil à Jackie Durand. J'adore ce consultant. Je suis assez fan de Jackie Durand. Il aurait pu dire un truc comme ça. Pour rigoler. Voilà, donc arrivée pépère du trio Gazzoli, Boll, Cavendish. Et hommage à Tiberi pour cette première victoire au sommet de ce Giro. Magnifique. Vingegaard a réagi trop tard. Daniel Felipe Martinez également. Gegenhardt s'est contenté de suivre. Lorenz de plus. Egan Bernal, pareil. Ok. Maillot rose pour Tiberi. Ensuite, on est content de la visibilité 10 au passage, car cela va nous remonter la note, vous savez, performance là. Truc qui peut-être détermine les budgets, sait-on jamais. Donc en jouant tout le Giro et en essayant d'être un petit peu aux avant-postes, peut-être qu'on va provoquer l'ordi et on va provoquer l'IA, elle va nous faire une belle offre au niveau, par exemple, de la Lampre Abarth, le fameuse petite association italienne qui me plaît bien, dont je vous parlais tout à l'heure. Étape 3. Alors, est-ce que ce sprint est pour Cavendish ? Vous voyez, je reste muet face à une telle question. J'ai toujours peur des pourcentages quand je vois les notes de Cavendish, le pauvre. Cavendish, il s'est fait matraquer. Et en plus, non content d'être quand même assez méprisé dans les notes, mais peut-être est-ce justifié au final. Je râle pas non plus. En plus, il a pris une chute de ses notes assez légère. Mais il a pris une petite chute très récemment. C'était, je sais pas, vers le 15 avril, vers là. Vous savez, c'est toujours le problème sur PCM avec les coureurs âgés. Ils prennent des malus de notes, ils commencent à dégringoler. Donc, tout ça ne m'incite pas à l'optimisme. Et donc, je vais essayer quand même de jouer pour l'ami Cavendish, sait-on jamais, ou peut-être pour Canter. On verra. Toujours est-il que on va se positionner, voilà, 5 km. Moi, je trouve qu'on est un peu loin. Vous voyez, quand je revois les images. Après, je sais pourquoi je reste un peu loin, malheureusement. C'est parce que je sais que si je prends trop devant, on s'épuise et on n'est plus bon à rien. Allez, ça déclenche. Scaroni pour Boll, Canter,
On est sorti au bon moment, me semble-t-il. Puis regardez, derrière, les sprinters plus chevronnés se régalent et nous ridiculisent. Groenewegen s'impose et on vient faire une piteuse 8e place avec Max Canter. Je n'ai même pas demandé à Cave d'accélérer tellement j'étais dépité en fait. Voilà. Donc on s'est pris une petite fessée et mon petit doigt me dit que c'est pas la dernière. C'est pas la dernière qu'on se mange parce qu'honnêtement, on n'est pas invité dès lors que ça se muscle dans les sprints. Allez, Merlier, Viviani, Coy, même Consoni, Tyson, ok, Grooves, même Demar, Welsford. Bon bref, on n'y est pas du tout. Étape 4, enfin une opportunité digne de ce nom pour le train construit pour Mark Cavendish, se dit-on. Et il suffit de regarder Merlier, Groenewegen, Coy, Jacobsen, j'en passe un certain nombre, pour se rendre compte que oui, c'est bien d'avoir de bonnes intentions, mais par contre, il va falloir arriver à le concrétiser, quoi. Et là-dessus, je vais essayer de m'attacher à faire les choses du mieux que je peux. Ok, 3 petits points. On va rien dire. Ce qu'on peut constater, c'est qu'encore une fois, sur les étapes dites de plaine, les sprinters participent allègrement, même pour quelques petits points, au sprint intermédiaire. Nous, on est capable, par contre, d'aller voler un petit point comme ça au sommet, mais par rapport aux 50 points qu'il y a à certains endroits, je pense pas que ça pèsera beaucoup. En fait, je sais pas, je joue peut-être un peu la visibilité sur ces coups-là, quoi. Bref, peu importe. Je sais pas si ça a un vrai impact. Deuxième intermédiaire du jour, c'est Tim Merlier qui va prendre... Waouh, quelle formidable opération. Il prend au moins 6 ou 7 points. Voilà. Et puis nous, je participe pas à ça. Faut pas rigoler non plus. Donc après, on se cale un peu dans les roues et on va essayer de se positionner. Se positionner avec un ordre d'intervention qui va être assez dépendant des formes du jour. C'est ainsi que je vais demander à Max Canter de nous positionner et je vais essayer de jouer le sprint pour Mark Cavendish avec un dernier lanceur qui sera Gazzoli. Casebolt étant le lanceur de Gazzoli, si tout va bien. Alors, regardez, il y a pas mal de vent latéral, c'est quand même à signaler. Il vient de la gauche et mais du coup moi j'essaie de me planquer à droite, ce qui est logique, non? On essaie de se planquer à droite, on essaie surtout de s'extirper. Alors bonjour les collisions, ça à la limite je dis rien, réalisme, on n'arrive pas toujours à se frayer un passage, quand on a des coureurs qui n'ont pas la capacité à gérer les collisions. Allez, on est pas mal placé ici, là, on sort sur la droite, mais il nous manque le petit truc pour sortir un petit peu plus loin, devant... je déclenche à 2,3, conformément à ce que j'ai estimé. Et en fait, on est bloqué. Voilà, on est complètement bloqué. Qui est-ce qui tire les marrons du feu? C'est pas quelqu'un dont l'équipe a travaillé toute la journée, ni même dans le final. C'est quelqu'un qui était magnifiquement abrité. Je pense que c'était derrière le train de Caden Grooves que Sam Welsford était parfaitement abrité. Regardez, j'ai pas les moyens de rouler mieux pour me positionner. Dès lors, que se passe-t-il? Au moment où je souhaite bientôt déclencher, je suis bloqué, ils se sont tous rabattus sur la droite. Ils se sont tous rabattus, je ne peux absolument plus déboîter comme je voudrais. J'essaye un petit peu de le faire, mais après, on est pris dans le trafic. Et ce qui est pénible aussi, c'est que Tiberi, tous les gens qui sont bien placés au général sprintent comme des dingos, ce qui ne facilite absolument pas la tâche. Donc, on a échoué lamentablement
avec une 13e place sur un sprint massif, signé Kees Bol. Donc en plus, on jouait même pas pour lui, hein, donc voilà. On a une occasion de se reprendre le lendemain. Le lendemain, étape qui comporte cette fois-ci une petite difficulté à 25 km environ de l'arrivée. Sera-ce suffisant pour peut-être essayer de tenter une autre approche, c'est-à-dire peut-être muscler les débats en s'arrangeant pour que, au vu des formes du jour, peut-être Kees Bol lance Michele Gazzoli peut-être. Enfin, c'est à ça que j'ai pensé, parce que honnêtement, ils sont de valeurs assez proches. Et quand il y a un +3, ça peut faire toute la diff par rapport à un -1 de Kenter ou de Cavendish sur cette étape-là. Ce qui veut dire que eux déjà, ils sont même pas dans l'équation. On peut utiliser Kenter à la limite comme quelqu'un qui va lancer Scaroni ou Battistella avant la bosse, oui, pour essayer de se positionner à l'avant et pouvoir se mettre dans des dispositions d'accélérer très très fort dès lors que, regardez ce que je vais faire, Kenter utilisé comme positionneur, désolé pour le néologisme, c'est moche, voilà, sprint intermédiaire, c'est jamais pour nous de toute façon, donc on va pas s'arc-bouter. Allez, c'est parti, Kenter qui va libérer Scaroni. Et non, j'ai fait intervenir d'abord Garofoli. Parce que je me suis dit, il fallait encore un puncher de plus avant le relais de Scaroni. Il y a Battistella dans la roue, voilà, normalement on est pas mal. Bol, Gazzoli sont coincés là où il faut. Et on peut dire qu'on fait une petite différence. Hein. On commence quand même à éliminer des gens là. Hein. On crée des petits trous. Hein. C'est pas si mal. C'est pas si mal du tout. Sauf que, allez, voilà, on prend un peu d'avance. Alors, c'est hyper moche, l'échappée à 14, machin, mais on va juste se dire qu'il y a une mini cassure. Et regardez, elle va être très vite absorbée de toute façon. Ici, on a quelques sprinters qui n'ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché du tout. Hein, que ce soit Merlier, Coy, Groenewegen, personne n'a lâché. Donc, on se retrouve de toute façon à presque 20 km de l'arrivée. On est obligé de relâcher l'effort et de jouer différemment. En fait, cette bosse n'a eu aucun impact. Vous allez me dire, ouais, mais on aurait pu le prévoir. C'est vrai, mais moi, vous savez, je suis quelqu'un qui croit au Père Noël à des moments, hein, et donc j'ai voulu tenter quand même les choses. De toute façon, si je la joue classique en sprint massif, je vais me faire étrier à chaque fois. Donc à partir de là, c'est pas gagné. Allez, Bol, tu lances s'il te plaît pour Gazzoli. Qu'est-ce qu'on est over mal placé. Mais je me fais emmener dans des vagues et je n'arrive jamais à réagir. Allez, j'ai essayé de sortir à droite avec Bol et lâcher Gazzoli, mais Gazzoli est bloqué. Il est bloqué par un UAE qui sprint. On ne sait pas pourquoi. Si, c'est Molano, je rigole. Mais par contre, 5e place pour Almeida. LOL sur un sprint massif. Donc là, il y a une forme de lassitude qui s'empare de moi à ce moment-là. Parce que je me dis, pile, tu perds. Face, il gagne. Donc quelque part, c'est mort pour moi sur les sprints massifs. Ça ne veut pas dire que je ne réessayerai pas. Hein. Mais je vois bien le fossé immense qui nous sépare de la possibilité même d'entrevoir une victoire sur ce type d'étape. Hélas. Et c'est sûrement ça qui explique que quand enfin je me retrouve face à une opportunité de faire quelque chose peut-être d'intéressant et de mettre à mal y compris les tout meilleurs coureurs présents, en fait ces occasions-là, je vais essayer de les saisir. L'image parfaite, c'est l'étape 6. Cette étape 6, avec des chemins blancs, avec un relief très accidenté, c'est un terrain de jeu idéal pour une équipe telle que en fait, même pour presque toute équipe jouée par un humain sur Pro Cycling Manager, quoi. Parce qu'au moins là, on peut se faire plaisir, on peut peser sur la course, on peut faire pas mal de choses.
Donc, c'est un peu en réaction à l'impossibilité de produire quoi que ce soit, que ce soit via les lignes de sprint qui sont complètement coupées. Je veux dire, les mecs qui suivent pas. Je suis navré en vérité, que du coup je me dis, ok, il y a une opportunité, eh bien tu vas la saisir. Allez, Max Canter au travail. Il va rouler, Max, et puis il est évident que dans le final, on aura grandement besoin des mecs que je protège, à savoir Battistella et Scaroni. Voilà, donc voilà mes deux gars protégés pour l'étape. On va essayer d'aller la gagner, ou en tout cas, à défaut de la gagner, peut-être essayer de voir si on pourrait pas récupérer maillot rose, si on infligeait 13 secondes avec Fortunato à l'ami Tiberi, hein, pourquoi pas, ça peut se faire en tout cas. Je continue à rouler, ça commence un peu à casser, mais après ça se reconstitue. C'est pas loin de rompre, dirons-nous, hein, au niveau de pas mal de coureurs, c'est en train de lâcher. Peut-être aussi tester Vingegaard, hein, sur ce coup-là. Alors évidemment qu'on gagnera pas le Giro, mais le tester pour voir quand même. Moi j'ai la conviction que avec les notes qu'il a, qui correspondent un petit peu à son profil, hein, tu le sors du Tour de France où il est sous pic de forme, bah franchement il est prenable sur ce type de terrain, hein, voilà. Donc je pense que ça fait partie de ces coureurs en fait qui sont difficiles à noter parce que vous les avez pendant 3 semaines énormes et ok, cette année c'était particulier, mais puisqu'il avait une chute, etc., il a été difficile en étant touché au poumon de vraiment être prêt, mais je pense que ça fait partie de ces coureurs qui sont difficiles à noter parce que pas présent toute l'année, pas constant dans la manière même de courir, et du coup, le petit 78 en vallon que la database, la WorldDB en l'occurrence, lui a mis, bah ouais, pourquoi pas, et c'est prenable. C'est prenable, il y a moyen de le faire un peu sauter, toute proportion gardée. Allez, c'est parti, Scaroni qui va commencer le travail. J'ai calé Fortunato dans la roue, on sait jamais. Et puis, nous suivent seulement Barguil, Fischer Black et Serrano. Donc, voilà, premier petit trou fait avec les, on va dire, leaders du classement général. Puis là, bah, j'ai pas vraiment le choix. Hein. Regardez, en sortie de ce tournant-là, c'est quasiment sprint. Et après, advienne que pourra, alors que ce soit Scaroni, Battistella ou Fortunato, j'en ai rien à faire. Tout ce que je veux, c'est gagner cette étape et m'enlever toute la pression inhérente à ces 2 victoires d'étape, chose faite, requises par le sponsor. Bon, on me dirait c'était mon choix en tout début d'année, oui, mais parce que j'imaginais quand même pouvoir exister sur du sprint. J'ai quand même bâti mon équipe sur le Giro autour de ça, et non pas sur la rapine, sur les étapes vallonnées, vous voyez. Donc bon, on prend ce qu'il y a à prendre. On a réussi à faire un petit écart vis-à-vis de Tiberi et Vingegaard. Et on va récupérer le petit maillot rose. Alors, savourons. Vraiment, là, je bois du petit lait. Voilà, victoire d'Astana. La prochaine victoire d'étape, elle peut arriver dans longtemps ou pas, sur ce Giro. Mais surtout, le maillot rose, on le reverra plus jamais. Vous allez voir pourquoi. Donc voilà, on prend, ok, c'est cool, machin, on monte sur le podium. Là, je peux vous annoncer un truc, c'est que ce maillot, on le reverra pas de sitôt. Pour quelle raison, me direz-vous? Ah ouais, alors on voit que la montagne, il va falloir se battre. Franchement, j'ai envie de me battre pour ce maillot Azzurro. En revanche, pour le maillot du classement par points, à mon avis, c'est foutu d'avance. Là-dessus, on n'aura aucune prise. Les sprinters vont accumuler les points, voilà. Donc, voilà pourquoi je disais que ce maillot rose, en fait, on le reverra plus jamais de tout le Giro, parce qu'il y a ici, à l'étape 7, un contre-la-montre d'une 40aine de kilomètres. Rien que cela,
Alors là, on se croirait revenu à la belle époque, hein, avec un chrono de 40 bornes. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'était pas arrivé dans les 10 dernières années au minimum. Hein. Un chrono sur le Giro de 40 bornes. On teste, comme d'habitude, avec Gazzoli, avec Cavendish, avec Casebolt. Casebolt qui, ici, va dépasser Cavendish. Cavendish, vraiment tout doux. Hein. Le chrono, je le fais, mais vraiment comme une tortue. En même temps, par rapport à la gestion de la barre jaune, comparé à l'avancée, vous voyez, du damier blanc et noir là. Hein. C'est-à-dire qu'il faut arriver à coller plus ou moins. Hein. Pendant que le damier progresse, il faut que la barre jaune reste quand même suffisante pour terminer. Hein. Vous avez compris de quoi je parle. Sachant que la barre rouge ici nous est moins utile. C'est ce qu'on utilisera en dernier ressort lorsqu'on n'aura plus de barre jaune. Parce que sur un chrono de 40 km, on ne joue pas du tout de la même manière que sur un chrono type prologue de 10 ou 15 bornes. Hein, donc, vachement difficile à prendre en compte. Bon, ça m'a rappelé souvenir de d'autres années sur PCM. Hein. Ça n'a pas vraiment changé. Mais bon, on le fait pas souvent quand même. Donc, oui, mon grand drame, si vous voulez, c'est que Fortunato, il avance pas hein, contre la montre. Il est très, très, très faible. Hein. Et après, Battistella, Scaroni vont prendre 4 minutes chacun. C'est quoi 4 minutes ? C'est 1 minute pour 10 km. Donc c'est assez correct qu'ils prennent ça par rapport au tout meilleur. Hein. Mais Vingegaard va ici avoir la part belle. Eh bien, peut-être pas tant que cela. En tout cas, Josh Starling ne gagnera pas. Et puis nous, on va essayer de rentrer, passer la ligne d'arrivée le moins honteusement possible. Donc voilà, je suis un peu désolé de vous proposer un chrono avec une aussi piètre performance. Mais chez Astana, on peut pas dire que on soit des spécialistes du chrono. Il y a guère que Lutsenko qui tient la route, voire Tejada. Mais c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc, Jean Almeida va gagner le chrono. Ça, par contre, ça me fait plaisir. Pour l'intérêt du Giro, pour le suspense, c'est tout ce que vous voulez. Victoire d'Almeida, c'est cool. Et nous, on boit le calice jusqu'à la lie. Donc, vous voyez, 4 minutes et quelques pour Battistella. La même chose pour Scaroni. Et puis pour Fortunato, le pauvre. J'ai l'impression que ça finira jamais. Hein. Je crois que ça va terminer à 7 minutes 40. Quelque chose comme ça. On va se prendre 7 minutes 40 par rapport à Jean Almeida. C'est vraiment un écart monumental qui va nous obliger à repenser la stratégie. Hein. Forcément, Fortunato, déjà son Giro, il est réussi. Il n'y a rien à dire. Mais maintenant, il a liberté, à mon sens, assez totale pour aller essayer de chercher soit une victoire d'étape de plus, soit le maillot Azzurro. Hein. Donc on verra, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Hein. Vingegaard a perdu quand même du temps hein, par rapport à Almeida. Tiberi reprend son maillot rose, mais nul doute qu'avec les étapes qui vont suivre, il ne le gardera, lui non plus ne le gardera pas bien longtemps, et on peut quand même s'attendre à la lutte qu'on imagine entre Vingegaard, Geoghegan-Hart, Martinez et Almeida, hein, si on est raisonnable. Donc voilà, objectif rempli, satisfaction du sponsor, on verra si on est récompensé ou pas, hein, ma foi. Et puis, sinon, au niveau de la prospection, il y a vraiment ce Lampre Abarth qui m'intéresse particulièrement. L'offre d'Astana n'étant pas satisfaisante, et puis en plus, on a dit qu'on changeait, donc on va changer. Et puis, je ne peux plus signer avec Vittel, quel dommage. De toute façon, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Voilà. Donc, je vous dis
À bientôt, on attend les contacts, on attend peut-être aussi au 1er juin quelques nouveaux contacts avec de nouveaux sponsors. Sait-on jamais. Rendez-vous à l'épisode 6 pour avancer considérablement ce Giro. A plus, bye bye.